Fred Savard avec vous en plein milieu de semaine. Ça, c'est rare. Oui, épisode cadeau, épisode bonus, épisode du calendrier de l'Avent. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Oui, alors j'avais envie de vous offrir ça parce que, vous savez, ce projet-là, je le fais de façon instinctive. J'invite des gens à chaque semaine à venir chroniquer. Il y a des invités qui s'ajoutent. Il y a des chroniqueurs des fois qui me disent « Ah, je pouvais, je peux plus. » Bon, là, on a eu une espèce d'engorgement et on n'avait pas été... retrouver nos antennes à l'extérieur de Montréal, parce que cette balado-là a la chance d'avoir des antennes dans plusieurs régions du Québec et même en Europe. Alors, j'ai décidé de regrouper ces trois personnes-là pour sortir un peu de Montréal. Ça fait du bien, de plus en plus, de sortir de Montréal. Ça fait toujours du bien de sortir de Montréal. Alors, on va... aller parler à François Carabin, correspondant parlementaire du Devoir, mais de la balado aussi, qui est à Québec, installé à Québec. François Carabin, qui a suivi tous les congrès des partis politiques qui ont eu lieu cet automne, dont celui du Parti québécois le week-end dernier. Alors, il va nous faire un résumé, discussion vraiment intéressante sur ce qui nous attend pour l'élection qui aura lieu dans 10 mois. On va également aller prendre des nouvelles de la Gaspésie avec Simon Carmichael, journaliste au Soleil, et qui va nous parler un peu de ce qui se passe là-bas. Il y a une réflexion, en fait, qui se déroule par rapport à l'impact touristique sur la région et aussi une nouvelle qui concerne les projets d'exploration du gaz de schiste dans le centre de la péninsule. Mais on va d'abord aller rejoindre notre correspondant en Belgique, en Europe en fait, parce que c'est plus que la Belgique, puisqu'il bouge, Philippe Couture, journaliste indépendant, qui est allé en Allemagne couvrir un procès très procès extraordinaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, on a vraiment la chance cette saison d'avoir des nouvelles d'Europe. Petit clin d'œil à un album de Paul Piché. Alors, pour les plus vieux. Alors voilà, immédiatement, on va retrouver nos antennes pour cet épisode spécial pour casser la monotonie du milieu de semaine. Voilà. Alors, on va rejoindre dans notre antenne, notre correspondant en Europe, Philippe Couture. Bonjour. Bonjour, Fred. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le concerto brandebourgeois de Bach. Il n'y aura pas une petite musique d'introduction comme ça. C'est pas parce qu'on fait une chronique en direct de l'Europe que j'ai mis ça, mais il va y avoir un lien avec le sujet. J'ai essayé d'égayer un peu cette chronique-là qui va être quand même assez sombre parce que présentement en Allemagne, il y a le procès. Se déroule le procès d'un homme de 100 ans, Joseph Schulz, accusé de crimes nazis commis pendant la Deuxième Guerre mondiale entre 1942 et 1945. C'est un gardien du camp de concentration de Sachsenhausen. Est-ce que je prononce bien? Écoute, je sais pas, je vais le prononcer de la même façon que toi. Non. C'est comme ça que je comptais le faire. J'espère qu'on a la bonne prononciation. Et c'est le plus vieil accusé de crimes de guerre nazis, jamais accusé. C'est un procès très particulier et vous avez eu la chance, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais je pense que oui, c'est quand même quelque chose d'assez unique d'assister à l'une des audiences dans la petite ville de Brandenburg. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit clin d'œil. Brandenburg, là, je pense qu'on prononce, mais je sais pas. Ah, bon, voilà. Et c'est une petite ville pas trop loin de Berlin, là, 70 km à l'ouest de Berlin. Voilà. Ça m'a pris 1 heure en train. Voilà. Oui, voilà, parce que vous êtes stationné en Belgique. En Belgique. Pour couvrir toute l'Europe pour la balado, alors c'est quand même extraordinaire. On a des moyens, hein? On a des moyens. Mais on va essayer de comprendre justement pourquoi ce procès a lieu maintenant et avec quelles lunettes le système judiciaire observe aujourd'hui ce genre de crimes haineux de la Seconde Guerre mondiale et comment ça jette, et ça j'ai très très hâte de vous entendre, comment ça jette une lumière sur le néonazisme actuel en Allemagne. Oui, le néonazisme, on sait qu'il grandit quand même, qui inquiète les autorités allemandes. Enfin, on en reparlera plus tard, mais c'est sûr que le procès a une pertinence dans ce contexte-là d'une Allemagne qui n'en a pas fini, qui n'a pas fini d'en découdre avec le nazisme. Voilà. Et là, commençons par parler de cet homme. Joseph Schulz, qui est-il et de quoi est-il accusé exactement? Alors, je vous l'avais dit, il a 100 ans, bientôt 101 ans. Un homme originaire de Lituanie. Oui. On ne sait pas grand-chose de lui. Vous allez voir, Fred, au fil de mes explications, là, que c'est l'un des nœuds du procès. C'est l'une des choses qui coince là, dans ce procès. On ne sait presque rien de sa vie, mais on sait qu'entre 1942 et 1945, il aurait été gardien
l'un des gardiens du camp de concentration de Sachsenhausen. C'était l'un des camps importants, un camp dans lequel on faisait des tests, si je peux dire ça, sur les fours qui servaient, les fours crématoires qui ont servi plus tard à Auschwitz. Donc, c'est pour ça que c'est un camp qui a une importance historique. Là. Il était un peu le banc d'essai d'Auschwitz. Bon. Vous êtes allé sur place au procès. Racontez-nous un peu l'ambiance, c'est quand même particulier. Là. Oui, c'est un procès là, qui se déroule donc dans la petite ville de Brandenburg où habite l'accusé. Il fallait, puisqu'il a 100 ans, sur recommandation de son médecin, que le procès se déroule à quelques pas de chez lui. Donc, on a installé là une salle d'audience un peu improvisée dans un gymnase. On n'est pas du tout dans le décorum normal du tribunal. On est dans un gymnase. Ils ont installé aussi beaucoup de places pour les spectateurs parce que c'est un procès qui attire beaucoup la curiosité. Hein. Pour moi, le jour où je suis allé, il n'y avait pas tant de monde que ça, sauf que j'ai vu d'autres images là, des journées précédentes où c'était rempli à craquer. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a le fait que c'est un accusé qui refuse, d'abord qu'il plaide non coupable, mais qui refuse aussi qu'on le voit. Donc, quand il entre dans la salle d'audience, il cache son visage avec des paravents, si vous voulez. Donc, il y avait effectivement une ambiance assez intéressante, assez historique. Je veux dire, on a l'impression effectivement d'assister à un procès historique parce que c'est le dernier homme, l'homme le plus vieux accusé de crime nazi. En ce moment, il en reste plus tant que ça là, des survivants qui peuvent être jugés, qui ne l'ont pas encore été. Il n'est pas le seul, hein, par contre. Il y en a quelques-uns en ce moment. Là. Lui, c'est le plus vieux. Il y a d'autres. Il y avait une femme âgée de 94 ans, si je me rappelle bien, qui a été aussi jugée un peu plus tôt, au mois d'octobre, qui a essayé de s'enfuir avant que son procès ait lieu. Donc, vous voyez, ces procès-là, 70 ans, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, sont très particuliers et ont vraiment une teneur historique mais justement, intéressante. Mais vous le dites, ça fait 75, 70 ans. Comment se fait-il que ces procès-là ont lieu seulement maintenant? Oui, c'est parce que il y a un nouveau paradigme, une nouvelle perspective que le tribunal allemand emprunte depuis 2009. La justice allemande considère désormais que les complices, donc les gens qui n'ont pas directement tué, qui n'ont pas directement torturé, ils doivent quand même être accusés. On n'insiste plus du tout sur la preuve de culpabilité individuelle. Quiconque a participé à un appareil organisé pour tuer, ce sont les mots là, de la justice allemande, se rend complice. Donc, on pense aujourd'hui que l'accusé, que Joseph Schultz, par son activité de gardien, a soutenu volontairement et en connaissance de cause les meurtres, tout ce qui se passait dans les fours crématoires, toutes les intoxications au gaz, même si, très clairement, ça s'est dit aussi dans ce procès, il n'a pas été lui-même directement responsable d'aucune mort. Ce n'est jamais lui qui a exécuté les Juifs dans les camps de concentration, mais il était complice et on pense qu'il ne pouvait absolument pas ignorer les différentes dimensions des crimes commis dans ce camp de concentration. On pense que son unité, donc pas lui directement, mais l'unité qu'il dirigeait, a participé directement aux actes qui sont aujourd'hui jugés. Donc, c'est nouveau depuis 2009. On fait ça avant l'Allemagne ne jugeait que des personnes dont on pouvait directement identifier là, qu'ils avaient été des assassins par leurs mains mêmes. Donc cette nouvelle disposition élargit les possibilités de la justice d'inculper des gens, dans le fond. Voilà, et c'est à la suite d'un procès hautement médiatisé en 2009. C'est le procès de Dem Janjuk, je prononce sûrement mal encore une fois, qui était lui aussi un ancien garde, un ancien gardien d'un camp, cette fois dans la Pologne occupée. Et le tribunal, pour la première fois à cette époque-là, avait conclu que les simples assistants pouvaient également être complices d'actes de meurtre. Gros revirement à cette époque-là, en 2009, qui a modifié donc la jurisprudence et permis que les crimes nazis, que les complices des crimes nazis soient accusés. Et ce que la justice allemande dit aussi, elle fait ce changement de perspective parce que, au fond,
c'est beaucoup plus adapté à la manière dont les crimes étaient commis dans les camps de concentration nazis, où souvent il est impossible d'attribuer à une seule personne les meurtres. Je veux dire, c'était vraiment un système qui impliquait... C'était systémique. C'était systémique. Un mot tabou au Québec, mais c'était systémique. L'accusé a 101 ans. Bon, sa condamnation sera forcément légère. Et là, j'imagine qu'il y a des gens en Allemagne qui doivent se demander, en fait, pourquoi on va de l'avant en 2021. Ça sert à rien. Est-ce que ce procès vaut... Est-ce qu'on peut dire que ce procès-là vaut la peine? J'imagine qu'il y a un travail juridique qui est important derrière toute cette démarche-là. Oui, voilà. Le tribunal allemand dit qu'il faut absolument continuer à accuser ces gens-là, ceux qui restent, parce que la plupart sont déjà morts, parce que, d'abord, pour des raisons très simples de devoir de mémoire, parce que ces procès, vu aussi cette nouvelle jurisprudence, ce nouveau paradigme, permettent de révéler de nouveaux faits, de révéler des façons de faire des camps de concentration. Ces informations-là vont être intéressantes pour les historiens plus tard. Oui. Ça va de soi. On va pouvoir s'appuyer sur ce qui a été dit lors de ces procès pour étudier encore plus en profondeur comment ça fonctionnait, les camps de concentration. Au sujet de ce camp-là, précisément celui de Sachsenhausen, c'est très important aussi de faire ce procès parce que c'était un camp qui avait une importance historique exceptionnelle, je l'ai dit plus tôt. C'est pas le seul procès qui a été fait au sujet de ce camp, mais c'est presque le seul. Il y en a vraiment pas eu beaucoup là, dans l'histoire depuis la fin de la guerre en 1945. J'imagine que c'est dans un contexte aussi où l'antisémitisme est bien vivant. On le sait, en France, dans plusieurs pays européens, et j'imagine qu'en Allemagne, c'est la même chose. Ben voilà, on pense que ces procès-là peuvent éduquer le public sur le régime nazi, que se rappeler cette histoire est très important dans une période où le racisme en général et l'antisémitisme continuent d'augmenter. J'ai des chiffres, là, si vous voulez. En 2017, un sondage montrait que seulement 59% des élèves âgés de plus de 14 ans savent qu'Auschwitz était un camp de concentration et d'extermination. Donc, il y a une méconnaissance grandissante au sujet de cette histoire, pourtant dont on parle beaucoup, que le monde entier a raconté, mais il semble que la nouvelle génération, même en Allemagne directement, ignore c'est quoi Auschwitz. C'est fou, ça. Il y a une autre enquête qui montre que 40% des 18-34 ans ont vraiment peu de connaissances sur l'Holocauste. C'est aussi pour ça que renaît un antisémitisme, en tout cas que ces horreurs-là, que cette façon de penser peut se répercuter à nouveau, pour dire, faire boule de neige, puisqu'on a une méconnaissance de l'histoire. Là. Mais je peux faire c'est drôle parce que d'ici, j'ai l'impression aussi qu'on le sait, la montée de la droite, de l'extrême droite en Europe, on le voit avec Éric Zemmour qui se présente à la présidentielle française. Il y a un discours aussi, j'imagine, en Allemagne pour dire, on peut-tu arrêter de fouiller dans le passé, de donner la voix à des gens qui se disent victimes. J'imagine qu'il y a, en Allemagne aussi, il y a ces critiques-là quand ce genre de procès-là se tient encore en 2021. Ben oui, il y en a qui diront même que les Allemands sont obsédés par l'Holocauste et qu'il faut que ça cesse. Bon, c'est surtout à droite qu'on va trouver ces gens-là qui affirment que ce que remuer se passer, ça suffit, qu'il faut arrêter de se salir, de salir l'image de l'Allemagne avec ces images troubles d'un passé horrifiant. 75% des partisans du parti populiste de droite Alternative pour l'Allemagne pensent que les Allemands devraient cesser d'être obsédés par les crimes nazis. C'est leur mot, c'est le verbe qu'ils utilisent, obsédés. On entend ce discours aussi de la part des familles des victimes de l'Holocauste qui voudraient bien faire une croix sur ce passé, qui voudraient oublier. Oui, parce que le traumatisme est parfois trop grand. Il est réactivé. Il est réactivé à chaque fois. Mais bon, je dirais que chez les victimes, on a les deux perspectives. Vous en avez aussi. On les a entendus, ceux-là, lors des premières audiences du procès de Joseph Schultz, qui disait il faut absolument, vu qu'il y a un traumatisme, vu que la souffrance a été transmise de génération en génération chez les descendants des victimes, il faut encore parler de l'Holocauste. Mais vous en avez d'autres qui diront moi, je veux aller de l'avant dans un monde où je ne serai pas constamment
en train de porter le boulet de ce passé. Ouais. Donc, et là, ce procès-là, il faut quand même le dire, Philippe Couture, ce procès-là survient dans une Allemagne où le néonazisme prend de l'ampleur. Je pense que c'est important d'en tenir compte de ce contexte-là. Le néonazisme prend de l'ampleur sur deux plans, à la fois du côté du politique, à travers des partis officiels comme le parti néo-nazi d'ultra-droite, Troisième Voie. Le service du renseignement intérieur en Allemagne considère ce parti-là comme le plus grand danger pour la démocratie allemande, rien de moins. Donc, les idées haineuses qui sont portées par ce parti inquiètent vraiment l'institution politique allemande qui craint vraiment des affronts à la démocratie. Puis sur l'autre plan, il y a des groupuscules néo-nazis, des forces un peu plus sourdes qui se font entendre, des groupes antisémites qui sont quand même très actifs, qui font beaucoup de bruit, et qui, en plus d'être antisémites, donc de s'opposer aux Juifs comme le faisaient les nazis, ont ajouté évidemment une haine de toute autre ethnie qui s'installe en Allemagne. Donc, ils en ont contre tous les immigrants qui seraient beaucoup trop nombreux dans le pays. Ils adhèrent évidemment, Fred, à la théorie du grand remplacement, cette fameuse théorie-là qui dit que l'Occident est sur le point d'être remplacé. Oui, Éric Zemmour. Éric Zemmour, parce qu'on va en parler avec Mathieu Bellil dans le prochain épisode, et adhère à cette théorie-là. Là. Ça commence à être... c'est plus un truc de complotiste là, sur d'obscurs sites Internet. Là. Non, puis ça ne touche pas que les anciens pays nazis de l'Europe, ni les pays qui sont officiellement un peu plus à droite, comme l'Ukraine actuelle. Ça grimpe un peu partout dans l'Europe occidentale. Et dans le cas des groupuscules néo-nazis d'Allemagne, là, il y a même l'idée de race aryenne qui continue d'être défendue, hein, l'idée de revenir, le désir de revenir à la pureté biologique. Il y a souvent une petite ville qui est nommée en exemple, la ville de Kala, qui est à 260 km de Berlin, un bastion néo-nazi connu, où ce qui est aussi assez inquiétant, c'est que c'est la jeunesse dans cette petite ville qui adhère aux idées néo-nazis, à l'idée de la pureté biologique. C'est pas une affaire de nostalgique de l'ancien nazisme, c'est des jeunes qui très souvent sont porteurs de cette pensée. Donc voilà, c'est des situations que le gouvernement allemand actuel prend vraiment très au sérieux là, et qui inquiète beaucoup les défenseurs de la démocratie, on va dire. Ben Philippe Couture, merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de vous compter parmi l'équipe de collaborateurs cette saison parce que d'avoir quelqu'un comme ça en Europe qui peut se déplacer et qui nous parle de sujets comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci Philippe Couture. Tout le plaisir est pour moi, vraiment, je suis ravi. On ne se parlera pas d'ici le temps des fêtes, donc je vais vous souhaiter un excellent temps des fêtes, mais on va se parler sûrement quelque part en janvier. Bien sûr, avec plaisir. À très bientôt, mon cher. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons François Carabin à Québec, notre antenne à Québec. Salut François! Bonjour Fred, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est la première fois qu'on vous entend à la saison 4. L'an dernier, vous étiez au Journal Métro, qui était une promotion, et là, vous êtes rendu au Journal Le Devoir. Oui, c'est ça. J'ai fait un petit peu de va-et-vient dans les derniers mois, mais bon, je suis installé pour de bon. Là. Est-ce que c'est un va-et-vient ou c'est une ascension? En tout cas, ça me semble être lié totalement à votre présence à la balado. Je pense que, encore une fois, la balado prouve qu'elle est un propulseur de talent. Merci beaucoup, Fred, pour les opportunités que vous me procurez. Bon, à chaque année électorale, sa saison des rassemblements militants, et là, c'est ce qu'on va aborder avec vous parce qu'on est dans la saison des congrès, des partis politiques, puis ça, c'est vraiment une période super importante pour la vie politique québécoise. Oui, en fait, ça vient tout juste de se terminer. Je reviens de Trois-Rivières. On enregistre dimanche. Puis, dimanche le 5 décembre, c'était le congrès du Parti québécois. Exactement. Je reviens tout juste de là. Et puis, ça vient de se terminer, là, cette saison des congrès, des rassemblements militants préélectoraux, si on veut. Mais là, attendez, je vous arrête tout de suite, François, parce que je suis vraiment curieux pour n'avoir jamais assisté à un congrès. Comment ça se passe quand on est journaliste? Vous arrivez là dès le début, vous vous promenez il y a des ateliers, j'imagine, il y a des trucs de discussion. Comment ça fonctionne quand on est journaliste?
je vous avoue que c'était mes premiers aussi, donc c'était particulier pour moi aussi. Ah oui? Il y avait le modèle est différent un peu actuellement selon les congrès, notamment à cause des règles sanitaires. Puis Québec solidaire, par exemple, a tenu la plupart de son congrès en virtuel Ah encore. oui? Donc, évidemment, ça faisait un peu différent. Les mauvaises langues vont dire qu'à Québec solidaire, c'est toujours un peu ça, là, virtuel, pandémie ou non, mais il n'y a pas de mauvaise langue ici. Non. Moi, je suis une gentille langue. Oui. Puis pour le PQ où je suis allé, bon, je ne suis pas allé au Parti libéral ni au Conseil général de la CAQ, oui. Mais pour ce qui est du PQ, c'était sur une journée, donc ça s'est fait assez rapidement. Quand même. Mais il y avait autour de 200 militants en présence. Oui. Et puis, bon, on parle à des militants dans les couloirs. C'est très grande assemblée générale. Là. Ouais. Ça me faisait penser un peu à certaines assemblées de grève ouais. du cégep et de l'université. Et donc, c'est des journées de vote sur des propositions. D'ailleurs, on pourra en parler ouais. un peu plus tard dans la chronique. Oui. Je voulais revenir quand même sur l'ambiance actuelle. Oui. Il y avait 4 ou 5, en fait, disons 5 congrès, un à la suite de l'autre dans les 4 dernières semaines. Oui. Ça a commencé avec la CAQ à son conseil général autour de la mi-novembre. Et puis là, vraiment, c'est le rassemblement par excellence préélectoral. Ouais. Bon, c'est vraiment un festin pour les journalistes, avouons-le, surtout ouais. les journalistes politiques, les amateurs politiques aussi, parce que ce qu'on va faire pendant ces fins de semaine-là, c'est des discours souvent à saveur très politique. Il y a des votes, des grands votes à main levée. On annonce des candidatures. Puis je voulais en fait vous faire écouter François Legault à son congrès, à son conseil général il y a quelques semaines. Puis on est habitué de l'entendre dans un contexte particulier. François Legault récemment, ouais. Il y a eu des points de presse COVID, évidemment. Ouais. J'ai presque plus le goût d'en parler, mais non. Je veux vous faire entendre cet extrait-là de François Legault parce qu'il y a une grosse différence avec ce dont on est habitué d'entendre depuis 1 an et demi. Ensemble, on va continuer de travailler fort pour gagner, mais surtout pour faire gagner le Québec, pour faire gagner tous les Québécois de toutes les régions du Québec. Merci tout le monde! Avec la petite musique très la petite publicité, oui, ou de banque pour la prochaine campagne derrière. Mais oui, on le sentait vraiment avec beaucoup plus d'énergie, plus énergique et plus détendu aussi. Oui, ça, c'est le François Legault des campagnes électorales. Ouais. On va l'entendre de plus en plus dans la prochaine année. Il nous reste à peine 10 mois, en théorie, avant le jour du scrutin. Ça va venir vite. Ouais. J'espère que vous êtes prêts avec 2 élections dans le corps. Oui. Ben, je suis prêt, puis je ne le suis pas en même temps. Mais oui, il faut l'être. Mais ça va être intéressant, mais j'ai un peu peur, moi, sincèrement, de la tournure que va prendre cette campagne, puisque la CAQ est vraiment en avance. C'est pour ça que je suis curieux de vous entendre sur ce qui s'est passé dans les autres partis, parce qu'eux ne sont pas du tout dans la même position. On est en train d'essayer de se changer notre image, d'essayer de se réorienter pour essayer de faire bonne figure à la prochaine campagne. Vous allez être heureux quand même, Fred, parce que la CAQ tenait un conseil général il y a quelques semaines. C'est un peu différent d'un congrès. Et donc, on n'a pas adopté de propositions larges qui vont servir à élaborer la plateforme électorale. Ah. Ça va venir un peu plus tard pour la CAQ. Oui. Les 3 autres partis, et disons les 4 autres partis représentés à l'Assemblée nationale, avec le Parti conservateur désormais, ont tenu des congrès en bonne et due forme. Et là, ça veut dire voter sur des propositions. Donc, on construit le programme à venir. Exactement. Bon, chaque parti a sa méthode. Oui. Le Parti libéral, on adopte une résolution cadre. Le PQ, par exemple, adopte un projet national. Et tout ça, ça va servir à élaborer un programme qui va être présenté dans les prochains mois et précisé avec des sommes associées, par exemple, des calculs comme ceux-là. Je voulais vous faire entendre certaines propositions qui m'ont
accroché l'œil, qui m'ont sauté aux yeux pour plusieurs raisons. Par exemple, s'il était un peu plus champ gauche, je sais que c'est pas la bonne expression, ou plus original, ou qui tranchait encore avec les positions passées de chaque parti. Et encore une fois, j'exclus la CAQ, là, parce qu'on pourra y revenir. Oui. Si vous voulez, Fred. Oui. En fait, c'est un pep talk. C'est un gros pep talk. C'est un brunch, en fait, la CAQ. Là. On se félicite, tout va bien. On va sûrement gagner les prochaines élections, on lâche pas. C'était les 10 ans de la CAQ aussi. Ah donc, bon, il y avait une grande célébration. C'est un brunch anniversaire. Voilà. C'est souvent des brunchs. Oui. C'est souvent associé à des brunchs. Je vais commencer avec le Parti libéral. Oui. On va y aller comme ça. Oui. Qui a adopté quand même une plateforme ou un programme, c'est-à-dire plus à gauche de ses positions historiques. Oui. Il y a certaines propositions, comme le transport en commun gratuit pour tous, qui a été discuté durant cette fin de semaine-là. Puis, je vous avertis tout de suite, il y a certaines propositions que je vais vous présenter qui n'ont pas nécessairement été adoptées. Non, c'est ça. Je pense quand même que c'est important qu'on en parle parce que c'est des positions qui ont été débattues. Tout à fait. Donc, voilà. Donc qui peuvent revenir à la surface éventuellement, qui existent dans les courants de différents militants. Absolument, absolument. Donc, transport en commun gratuit pour tous, ça m'a quand même ça a attiré mon attention, si on veut. Le PLQ s'engage à fixer une cible claire d'augmentation de la représentativité des gens issus de la diversité dans la fonction publique. Mais attendez, François, allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Juste revenir au transport en commun, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on s'entend que c'est une mesure qui touche les milieux urbains. Et on reproche souvent au Parti libéral d'être cantonné, en fait, dans les milieux urbains. Alors, c'est pas à Montréal. Oui, à Montréal, entre autres. C'est pas le genre d'idée pour élargir sa base électorale, quand même. Non, effectivement, je crois à moins qu'on veut développer le transport en commun partout au Québec. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une proposition qu'à peu près tous ont adoptée ou ont discuté. Mais tant mieux. En congrès. On ne peut pas être non plus contre la tarte aux pommes. Non. Il y a des fonds il y a des coûts qui vont venir avec ça. Donc, ça va être intéressant de les questionner sur ces sujets-là dans les prochains mois. Donc, je parlais essentiellement de quotas pour les gens issus de la diversité dans la fonction publique. Ça a attiré mon attention. Et également créer des environnements d'études culturellement sensibles et exempts de discrimination. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est évidemment le discours ambiant sur la culture de l'annulation. Et aussi parce que, on va y revenir, le PQ s'est positionné, lui, pour lutter contre la culture de l'annulation. C'est intéressant. Il y a un débat qui se profile à l'horizon sur cette question-là. Peut-être que ça va être un enjeu important des élections de 2022. Et la CAQ va sûrement jouer là-dessus, assurément. Absolument. Il y a une motion qui a été adoptée au moment où on se parle la semaine dernière, c'est-à-dire, je dis qu'elle a été adoptée, elle a été présentée par la CAQ. Et le Parti libéral l'a rejeté. Donc, il y a vraiment un débat qui se profile à l'horizon là-dessus, au risque de me répéter. Pour Québec solidaire, maintenant, le congrès était la semaine dernière. C'était il y a 2 semaines, si je ne m'abuse. Là, je me perds un peu dans mes dates. Environ 2 semaines. Je vous assure. Donc, il y avait une proposition intéressante, en fait. Je les ai mis ensemble qui tenait à faire passer l'âge du vote à 16 ans. C'est une proposition qui avait été discutée. Je pense que Pauline Marois en avait parlé. Ah oui, non, mais ça pop depuis les années 70, je pense. Donc, Québec solidaire, ça puis la réforme, discuté avec ses membres. Ça puis la réforme du mode de scrutin, là, c'est des idées qui partent et reviennent depuis une quarantaine d'années. Et je ne doute pas qu'on va continuer à en parler d'ailleurs de la réforme du mode de scrutin. Une autre, sur ce thème-là, Québec solidaire a discuté d'une proposition qui visait à permettre aux résidents permanents de voter. Actuellement, évidemment, il faut une citoyenneté pour voter. Et donc, Québec solidaire veut, en quelque sorte, élargir le bassin
qui peut voter en permettant aux plus de 16 ans de voter et aux résidents permanents. Sinon, il y a eu quelques débats sur des positions assez radicales sur le plan environnemental d'une aile particulière de Québec solidaire qui voulait nationaliser les grandes entreprises polluantes et le secteur des hydrocarbures dans le but de, en quelque sorte, les contraindre, les contraindre et assurer une transition là, vers un futur plus vert. Enfin, il y a une proposition qui a été discutée par les militants de Québec solidaire pour rendre les produits d'hygiène féminin gratuits. C'est de plus en plus d'actualité. L'Écosse, si je ne m'abuse, a adopté un projet de loi pour faire en sorte que ce soit possible. Et le PQ a discuté d'une proposition très semblable cette fin de semaine qui a été adoptée par ses membres. Bon. Passons au PQ, justement. Oui. C'est tout chaud, là. Contre la culture de l'annulation. C'est tout chaud, ça vient de se terminer, là. Oui, absolument. C'était un congrès express, je dirais, qui s'est juste déroulé durant la journée de samedi, alors que la plupart des autres partis avaient 2, si pas 3 jours de congrès. Pourquoi? Je ne veux pas faire d'analyse. Non, mais c'est ça que j'allais dire, mais est-ce que c'est à cause de la pandémie? Est-ce que c'est quand même étonnant qu'on le fasse? Je me suis posé la même question, en toute honnêteté. Fred, il y avait une portion du congrès qui se faisait à huis clos en virtuel. Donc, les militants ont adopté une espèce de liste d'épicerie, des propositions la semaine précédente. Et puis, ils en ont discuté donc hier à Trois-Rivières. Et ont discuté justement de cette proposition visant à lutter à tout prix contre la culture de l'annulation. Ont aussi adopté une proposition pour rejeter le projet post-national canadien. Je les cite. C'est un peu flou, quand même, rejeter. Il y avait quelques questions sur le communautarisme. En fait, c'est intéressant. Le chef du Parti québécois, PSPP, veut... Paul Saint-Pierre Plamondon, pour les gens qui ne seraient pas habitués aux initiales PSPP. Absolument. Oui, voilà. Il veut se placer un peu en opposition. J'en parlais dans mes articles du Devoir cette fin de semaine, mais il veut se placer un peu en opposition au fédéralisme de Justin Trudeau. Et plus particulièrement au multiculturalisme. Puis on le sent beaucoup dans son discours. C'est plus marqué que certains leaders péquistes du passé. Oui, tout à fait. Puis associe François Legault aussi à cette espèce de mollesse du Québec envers ce projet-là, envers le multiculturalisme. Je l'ai lu aussi ce week-end. Mais sauf que c'est quand même... Ça reste flou. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ils n'ont pas développé, j'imagine, là. Absolument. C'est des positions qui vont se retrouver dans le programme officiel du parti, donc qui vont être un petit peu plus concrètes éventuellement là pendant plusieurs années et qui vont en effet pouvoir se concrétiser par des propositions plus claires. Donc lutter contre la culture de l'annulation. Il y a aussi eu certains débats assez intenses sur l'âge de consommation du cannabis. Et les militants péquistes ont décidé de la refaire passer à 18 ans, du moins dans leur programme. Je vous rappelle que c'est 21 ans depuis... il faut le rappeler parce que... du mandat caquiste. Il faut le rappeler parce qu'on l'ignore et ça paraît pas trop quand on se promène dans la rue. Mais ça, c'est... Moi, je trouve, François Carabin, que c'est le genre de débat un peu... Écoutez, la façon... Si on regarde le PQ actuellement, sa position dans l'électorat, je trouve que c'est le genre de débat qui est pas très urgent. Et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fondamental comme échange et comme débat ce week-end dans un congrès comme ça. Parce que d'abaisser l'âge de... Bon, c'est peut-être une mesure un peu électoraliste d'aller chercher des jeunes, mais en même temps, qui vous allez aller chercher? Je sais pas, ça m'étonne un peu d'avoir ce genre de débat-là encore. C'est-à-dire que pour leur donner quand même le bénéfice du doute, les propositions qui sont adoptées, il y en avait une centaine. Je pense 121, si je ne m'abuse, cette fin de semaine. Donc, ça passe on passe un peu sur tout. Non, je comprends. Forcément avec 121 propositions, il va en avoir qui vont être un petit peu plus
je dirais, futile ou volatile que combattre le post-nationalisme. Absolument. Absolument. Il y a certaines propositions aussi qui sont plus extrêmement... c'est de la tarte aux pommes. Ouais. Oh, oui, il y avait des propositions pour lutter contre la violence faite aux femmes. Oui, oui. Bon, évidemment, il n'y a pas eu d'opposition. Ben non. Ça, c'est comme combattre la pauvreté, puis c'est des choses, on veut tous, puis combattre la guerre, là, on veut tous que tout ça arrête. Évidemment. Il y avait aussi le dévoilement du logo, du nouveau logo quand même du Parti québécois. Moi, je suis allé voir sur les médias sociaux, disons que c'est pas unanime. Oui, bon. Évidemment, c'est certain que quand on fait ce choix-là de changer un logo, il va y avoir des réactions. On peut peut-être regarder les résultats des sondages du Parti québécois et se demander s'il n'y a pas une espèce de tentative de détourner l'attention. Évidemment, il y a eu beaucoup de commentaires. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai vu la blague que ça avait l'air du serpent qui se mord la queue. Oui. Parce que le cul a été restylisé pour faire en sorte qu'il semble y avoir un effet de... Bon, oui, en fait, on dirait un fleur de lys. Qui s'empale avec un fleur de lys, en fait. Voilà. Disons ça comme ça. Donc, évidemment, c'était une proposition qui avait été discutée par le chef du Parti québécois dès son arrivée au pouvoir, d'ailleurs, c'est-à-dire dès son élection comme chef. Oui. Il nous en a parlé comme quand même une position qu'il voulait prendre. On sent que c'est pour briser l'image du passé, repartir sur... Oui, exactement. Puis c'est relativement cosmétique aussi, là, ça reste un logo, on ne verra pas fou avec ça, là, mais ça m'a étonné quand même. Je trouvais qu'en fait, les commentaires que je lisais, en fait, c'est sur Twitter, c'était des membres du PQ qui étaient vraiment il réagissait violemment. Il disait que le bleu avait changé, c'était le bleu conservateur, puis c'était pas... En tout cas, c'est ça. Mais les gens étaient fâchés, mais bon, c'est un échantillon. Puis Twitter aussi, Twitter est un petit échantillon. Il faut faire attention. Ouais, exactement. Je peux dire qu'il a été accueilli assez chaleureusement par les militants cette fin de semaine. C'est ce qui compte. Si ça peut illustrer quelque chose. C'est ce qui est important. Et ça fait quand même beaucoup de changements. Là. Oui, totalement. C'est ça qui est particulier. Évidemment, c'est sûr que quand tu changes un logo qui fait partie du paysage politique québécois depuis depuis 70 ans, ça devient plus difficile de l'abandonner. Tout à fait. Donc voilà, on verra si ça aura un impact. Je vous amène voir le Parti conservateur, vous le mentionnez rapidement. Oui, très rapidement, François. Oui. Non, mais c'est parce que... augmenter jusqu'à 120 km à l'heure la limite de vitesse sur les routes et ajouter des voies sur l'autoroute 40 et l'autoroute 20. Eh boy. Ils veulent ramener les bébés bonus. Non, mais attendez. Bon, évidemment, augmenter la limite de vitesse à 120, ça veut dire dans les faits à 125, 126, 127, là, parce qu'elle est déjà à 100, puis la police tolère 118 à peu près. Mais ajouter une voie sur l'autoroute 40 et l'autoroute 20, c'est quand même une étrange proposition en 2021, alors qu'il y a des embouteillages sur la 20 et la 40. Peut-être à l'entrée de Montréal, oui, mais j'espère que c'est pas sur tout le tracé, les 250 km, ne serait-ce qu'entre Montréal et Québec, parce que ça va coûter une salle beurrée. Et ça va rajouter des voitures aussi, probablement. Ça m'étonne toujours. Excusez-moi, je suis en parenthèse. Ça m'étonne toujours ces propositions un peu déconnectées. Mais évidemment, c'est Éric Duhaime, c'est le Parti conservateur. On ne s'attend pas à ce qu'il soit pour l'environnement à ce point. Mais là, c'est vraiment étonnant. Mais poursuivez. Ça a été intéressant, ceci dit, ce congrès-là, pour du moins revoir à quoi ressemblaient les positions du Parti conservateur sur d'autres enjeux que la COVID-19 et la crise sanitaire. Oui, c'est vrai. En fait, Éric Duhaime sort beaucoup là-dessus depuis son élection comme chef. Donc, on a quand même pu avoir une meilleure idée des politiques publiques que favorise le Parti conservateur. Ben, allez-y, je suis curieux d'entendre ça, sur quoi ils ont débattu. Alors, justement, donc, l'ajout de route, l'ajout de voies sur les routes. Oui. D'ailleurs, dans les propositions environnementales, on parlait du troisième lien. Oui. Donc, c'est quand même une proposition environnementale. Pour eux.
Voilà. Ouais, voilà. Et puis, bon, je le disais, là, ils veulent ramener les bébés bonus. Oui, ah mon Dieu, ça aussi. Un crédit d'impôt supplémentaire aux ménages qui donnent naissance à plus de 2 enfants. Ah ouais. Et là là. Finalement, le Parti conservateur a changé de nom dans ses statuts pour s'appeler Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem. Eh bien ça, je l'ai vu passer, François, et j'ai l'impression... C'est drôle, parce que ça sonne comme un parti d'élection municipale. Mm-hmm. Bon, je vais quand même rectifier. J'ai créé un débat en disant ça, mais je rectifie le tir en disant que dans les statuts de la CAQ, oui, il est également écrit que la Coalition Avenir Québec s'appelle officiellement Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Mais ça m'étonne pas, François, parce que ça aussi, ça fait ça nous donne l'impression que la CAQ run une ville plus qu'un État. Voilà. Je vous demande pas de commenter ça, là. Je me permets juste de le dire. Vous avez absolument droit à votre opinion. Ben oui, je suis pas journaliste. Je n'en doute. Bon, ben, évidemment, donc, les propositions adoptées en Congrès sont extrêmement importantes pour les mois qui vont suivre, pour la campagne électorale. Mais ce qui est intéressant aussi de surveiller pendant ces semaines-là, cette saison des congrès politiques, c'est ce qui ne s'est pas dit. Oui, en fait, ce qui n'est pas sorti officiellement. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Bon, je reviens tout juste du congrès du Parti québécois. Et dans son discours aux militants, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas parlé une seule fois d'élection. Il a parlé d'avenir, il a parlé du projet pays, mais n'a pas voulu parler de gains potentiels, n'a pas voulu parler de stratégie électorale. C'est parce qu'on vise pas la prochaine, mais l'autre. Évidemment, ils nous diront jamais ça. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Ça peut définitivement faire partie du discours ambiant. Oui, c'est l'impression que ça laisse, en fait. Exactement. Ouais. Et puis, c'était particulier quand même parce que les trois autres partis qui étaient venus plus tôt, soit la CAQ, Québec solidaire et le Parti libéral, avaient fait des congrès très, très électoraux. Ouais. Québec solidaire veut vraiment se positionner comme l'alternative à la CAQ. Ouais. Même chose pour le Parti libéral. Et puis j'irais même jusque-là. J'irais plus loin que ça, François, parce que je sentais au Parti libéral qu'on voulait surtout se démarquer de Québec solidaire. Ça veut dire que les autres partis d'opposition, en faisant ça, considèrent un peu Québec solidaire comme le parti à abattre, entre guillemets, parce qu'on sait très bien qu'on ne prendra pas le pouvoir. Donc, on s'attaque à l'opposition officielle. En tout cas, moi, j'ai senti comme ça. Mais certains diraient même que le Parti libéral, en fait, s'est rapproché de Québec solidaire dans sa fin de semaine de congrès. Tout à fait. Évidemment, le Parti libéral ne sera jamais souverainiste. Québec solidaire, pour l'instant, je dis toujours indépendantiste. Oui. Donc, vous savez que j'ai lu la chronique de votre collègue Michel David ce samedi. J'ai bien ri. Oui. Donc, on peut dire qu'encore une fois, le Parti libéral et Québec solidaire peut-être se ressemblent beaucoup. En tout cas, si on en croit Michel David. Le paysage politique va être extrêmement intéressant à suivre dans les prochaines années. Ouais. Évidemment, c'est sûr qu'il va falloir, du moins il faut s'attendre, si on suit les sondages actuellement, à ce que la CAQ revienne au pouvoir, même peut-être avec un mandat encore plus fort l'an prochain. Mais au-delà de ça, ça va être intéressant de suivre comment ça évolue. Ouais. Mais bon, donc, au-delà du PQ, chez Québec solidaire, on s'est un peu pris les pieds dans la loi 21. Il y a eu des questions qui ont été posées sur qu'est-ce qu'un gouvernement solidaire ferait s'il arrivait au pouvoir. Oui, avec cette loi-là. Qu'est-ce qu'il ferait avec la loi 21? Qu'est-ce qu'il ferait avec la loi sur la neutralité religieuse? On semblait avoir une position plus claire dans le passé. Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas encore été capable de répondre aux journalistes. Ouais. Il s'engage à avoir une réponse plus claire dans la prochaine année, mais il va falloir, parce que ça va être les enjeux identitaires. Moi, j'ai l'impression que la CAQ va beaucoup jouer là-dessus pour talonner les autres partis. Et puis, c'est des enjeux concrets, tout simplement. Si un gouvernement, c'est-à-dire si le Québec solidaire se positionne contre la loi 21, mais n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'il ferait avec. Oui, c'est un problème. Voilà. Ouais. Et puis, finalement, le Parti libéral n'a
que très peu parlé de langue française. Bon, évidemment, il avait présenté son plan pour la sauvegarde de la langue française l'an dernier, ou plutôt cette année, si je ne m'abuse. Mais ça a été occulté là, pratiquement du Congrès. Il y avait très peu de propositions sur le sujet. Dans le contexte où on parle beaucoup de la sauvegarde de la langue française, il y a un projet de loi qui est étudié actuellement. Il y en a certains qui ont sourcillé. Là. Ouais. On va terminer avec ça parce qu'on a senti aussi, les partis ne se sont pas parlé, mais je pourrais dire une orgie de courses aux cibles de réduction des GES. Puis c'est limite. J'aime le choix de mots. Ouais, c'est limite. On peut arrêter, là. Je pense qu'on a compris. C'est la tarte aux pommes puissance 10, mais à un moment donné, il faut être réaliste aussi là, dans ce qu'on est capable de faire là-dedans. Donc, vous êtes, pour une fois, vous êtes d'accord avec la coalition Avenir Québec, Fred, qui a décidé de ne pas bouger sur ces cibles. Non, c'est que je suis un peu tanné de ce débat-là parce que je trouve qu'il veut rien dire. Puis je pense pas qu'il y a une résonance dans la population parce que selon un parti ou une organisation, on va se référer à une année différente des fois. Donc, on veut ramener les émissions à ce qu'elles étaient à l'accord de Paris. Des fois, c'est en 1990. Puis je pense qu'on s'y perd un peu. Et je trouve que les derniers congrès l'ont démontré parce que ça devient un peu n'importe quoi là, de lancer des objectifs. Puis on sait très bien que malheureusement, il y a des bonnes chances qu'on les atteigne pas. C'était pas une habitude lors des campagnes électorales provinciales, je précise, de se placer sur des cibles. Les gouvernements ont des cibles des cibles intermédiaires depuis quelques années. Ouais. Le Parti libéral de Jean Charest en avait des cibles, mais que les partis se positionnent avec des chiffres précis lors d'élections, ça se fait surtout depuis quelques années au fédéral. Ouais. Et puis, ça semble-t-il que la tendance va se répéter lors des élections de 2022. Là, il y a 3 partis qui ont rehaussé leur cible. Oui. Donc, le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois ont tous des cibles donc intermédiaires plus importantes qu'ils l'avaient dans le passé ou ont simplement précisé leur cible qui n'était pas inscrite dans le programme des différents partis. Donc, j'y reviens. Le seul parti qui n'a pas bougé sur les cibles, c'est la coalition Avenir Québec. Ouais. Évidemment, elle se fait reprocher par les partis d'opposition de ne pas faire preuve d'assez d'ambition en restant dans 37,5, qui est officiellement la cible de l'accord de Paris qui a été signé il y a plusieurs années, 6 ans, si je ne m'abuse. Oui, en 2015. De toute façon, la CAQ doit avoir vu aussi les chiffres sur les ventes de VUS au Québec qui sont en explosion encore une fois. Alors, je pense qu'on peut penser que, oui, c'est une préoccupation de la population, mais en même temps, dans les faits, les gens semblent pas si en urgence climatique puisqu'ils achètent beaucoup de VUS. Ben, François Carabin, merci, je suis content. On a brisé la glace. Je voulais vous entendre pour la saison 4. On avait hâte. On va continuer à suivre ça avec vous. Vous êtes à Québec, donc vous allez pouvoir périodiquement nous revenir. Évidemment, les élections, ça va être... donc, c'est dans 10 mois. Ça va être... Ouais. Possiblement la saison 5, donc ça va être l'année prochaine. Mais bon, il va y avoir beaucoup de choses à discuter d'ici là. Merci vraiment beaucoup, François Carabin. Merci, Fred. À très bientôt. Alors, pour une première fois, cette saison, on rejoint notre correspondant, notre antenne en Gaspésie, Simon Carmichael. Salut! Allô, ça va? Ça va très bien. Là, on le dit tout de suite aux gens, ça se peut que ça sonne un petit peu poche. C'est pas à cause de la distance. C'est que vous avez perdu votre micro et là, vous avez commandé un autre micro. Oui, exactement. Puis surtout qu'il faut noter qu'en Gaspésie, on a du super bon réseau. On a plus de réseau que sur le plateau Mont-Royal et ça, c'est un fait. Probablement, mais de toute façon, j'habite pas sur le plateau, j'habite à Rosemont. Alors je le prends pas dans mes dents, mais tant mieux. De toute façon, vous savez, Simon, je travaille très, très fort. Je sais pas si ça va se faire à la saison 4 ou au début de la saison 5, mais je travaille très, très fort pour aller enregistrer 2 épisodes en Gaspésie. Avec l'organisme Vivre en Gaspésie. On est en train de discuter. Alors, voilà. Et si jamais on se déplace, j'aimerais beaucoup faire une chronique avec vous
autour d'une même table avec des bons micros. Ça ferait changement. Oui, on fera ça au Café des artistes. Ouais. Et entre autres, évidemment, Gaspésie, je sais que c'est cliché, on pense au tourisme, c'est quand même central à l'économie de la région, mais aujourd'hui, vous nous présentez un autre côté, celui de la facture touristique que les villes doivent payer. Et j'ai bien hâte de vous entendre parce que c'est effectivement quelque chose qu'on oublie quand on quitte une région après nos vacances. Il reste pas toujours des beaux souvenirs. Oui, en fait, puis je vais vous parler plus spécifiquement de Percé, parce que, bon, évidemment, c'est une emblème du tourisme au Québec. Ouais. J'oserais dire que c'est la Mecque du tourisme au Québec. Mais c'est surtout parce qu'il y a un vif débat en ce moment dans la communauté, alors que la mairesse, Cathy Poirier, attend de mettre sur pied des moyens pour rembourser la fameuse facture touristique de Percé. Okay. Mais bon, c'est quoi une facture touristique? Oui, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que ça inclut? C'est très sémantique pour l'instant. Ouais. Mais une facture touristique, bon, on s'entend que le tourisme rapporte beaucoup à Percé. Chaque année, c'est environ 500 000 personnes qui passent dans le petit village qui en compte d'habitude 300 000. 3 000. Donc 500 000 personnes en saison touristique dans un village de 3 000 personnes. Ouais. Exactement. Puis c'est clair que ça fait vivre une grande partie des commerces, une grande partie des entreprises et des résidents. Ouais. C'est indéniable. Mais quand on parle de facture touristique, on parle spécifiquement des coûts qui sont assumés par la ville et engendrés par l'achalandage. Des exemples comme ça, là, on pense au bloc sanitaire. Il y en a 11 à Percé. Ouais. Donc, bloc sanitaire, donc endroit pour faire pipi. Faire pipi, laver les mains, langer les bébés, des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Les haltes routières, là, grosso modo. Les infrastructures touristiques, la surutilisation des routes, les employés d'information touristique, etc. Ouais. Puis seulement à Percé, on estime que ça coûte, bon an, mal an, 800 000 sur un budget annuel de 7 millions. Fait que c'est pas négligeable. Mais c'est sans compter l'argent qu'on investit pour des nouveaux projets, pour de nouvelles offres touristiques, etc. Ouais. Donc oui, le tourisme rapporte beaucoup aux entreprises de Percé, mais relativement peu à la ville en tant que telle. Oui, c'est ça, parce que les gens vont se dire en vous écoutant, mais là, il y a quand même des retombées. Là, les gens dépensent, mais ne dépensent pas directement dans des services publics. C'est-à-dire que c'est les entreprises qui empochent les profits et les infrastructures sont défrayées par la municipalité. Oui, puis c'est pas des entreprises, c'est pas Walmart là, qui empoche des profits. C'est Véronique, c'est celle qui habite au bout de la rue. Mais reste que d'un côté fiscal, la ville paie beaucoup pour peu de redevances en tant que telle, parce que comme la majorité des villes au Québec, le budget vient surtout des taxes foncières. Oui, voilà, les revenus viennent des taxes, effectivement, foncières. C'est ça. Fait que la mairesse, elle tentait de trouver des façons de rembourser cette facture-là. Puis quand elle s'est présentée en 2007, c'est une femme d'affaires, puis elle avait fait du fardeau fiscal le centre de son message. Elle jugeait que les gens payaient plus que leur part si on compare au niveau de service de Percé. Puis elle jugeait que c'était pas aux 3000 citoyens de Percé de payer pour le tourisme, parce que le niveau de service à Percé, c'est assez minimal. On n'a pas d'aréna, on n'a pratiquement pas de bibliothèque. C'est assez minimal. Puis les taxes sont relativement hautes pour une ville de ce niveau de service. Donc, étaler de mesures, ce qu'on pourrait appeler des mesures affirmatives pour récolter de l'argent à la municipalité. On pense par exemple à la monétisation du parc de la Rivière-aux-Émeraudes, qui est un endroit assez bien connu, qui était gratuit jusque-là. Là, c'est rendu, il faut payer pour y accéder. Attendez, c'est un parc régional? C'est un parc donc administré par la municipalité de Gaspé? Avant de Percé. Avant, c'était un spot. Avant, c'était un spot que les gens du coin connaissaient, puis c'était bien cool. À un moment, il y a tellement eu d'achalandage que la ville en a pris le contrôle, puis elle s'est assurée que ce soit sécuritaire. Puis maintenant, il y a des frais pour y accéder parce que, justement, ces infrastructures-là ont coûté relativement cher à la ville de faire un chemin, des escaliers, etc. Quelqu'un pour regarder. Même chose pour les stationnements dans le village, qui sont désormais payants, même à l'église. C'est des mesures qui ont un peu irrité les gens de Percé et des villes voisines, on comprend, mais ça fait un peu partie de la game d'être dans un milieu touristique. Donc, tout le monde doit payer. Il n'y a pas de tarif pour les résidents versus les touristes? Il y a certains frais que les résidents ne sont pas tenus de payer, mais bon, il faut montrer une carte, c'est compliqué. Puis la Rivière-aux-Émeraudes, il y avait des gens de Gaspé. Bref, ça a créé du mécontentement parce que c'est quelque chose qui était gratuit qui soudainement devient plus gratuit. Mais là où ça s'est moins bien passé, puis ça passe un peu comme dans du beurre là, pour ce qui est du stationnement puis de la Rivière-aux-Émeraudes, mais là où ça s'est moins bien passé, c'est quand elle a tenté quand elle a fait adopter une nouvelle redevance touristique. En substance, sur chaque transaction de 20 $ ou plus, ou sur chaque nuitée vendue dans les hôtels et les campings de Percé, on ajoute une surtaxe de 1 $ qui est perçue pour la ville. Donc 1 $ par tranche de 20 $ sur... Non, par transaction de plus de 20 $. Ah, OK. Fait que tu dépenses 21 ou 150, tu as 1 $ de plus.
C'est possible pour les villes de faire ça depuis 2018. Là, c'est un nouveau droit qu'on leur a octroyé. Donc, c'est assez neuf. C'est relativement peu utilisé pour l'instant. Cathy Poirier, elle pense que cette mesure-là, ça pourrait aller chercher jusqu'à 1 500 000 $ par année. Fait que c'est pas négligeable du tout. Mais là, les gens sont pas contents. Ben, en fait, dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu une véritable levée de bouclier. Puis je suis allé rencontrer les commerçants qui en ont contre cette idée-là. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y en avait surtout contre la façon de faire de cette idée-là. En fait, la façon dont que ça s'est fait. Je vais commencer par le fond. On parlera de la forme par la suite. Donc, quand je suis allé rencontrer les commerçants, ce qu'ils craignaient, c'est qu'une telle surtaxe, ça repousse les touristes, que ça donne l'image d'une destination hostile aux touristes. J'ai parlé avec Nicole Leblanc, qui s'occupe de la boutique et l'hôtel Le Macareux depuis 35 ans. Puis elle craint que les efforts des commerçants des dernières années pour attirer les familles et les faire rester plus longtemps soient annulés par la mesure. On craint qu'un touriste dépense plusieurs fois 20 $ dans une journée et que ça réduise, pour ne pas payer le frais, ils réduisent la quantité de transactions, donc la quantité d'achats, voire la durée de séjour. Simon, ça reste un discours très... les commerçants ont souvent ce discours-là. Écoutez, je sais pas, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas si abusif que ça, à moins que je vive dans une planète, je veux dire, sachant là, que... En fait, l'argument qu'il me faisait, c'est que, par exemple, une petite famille qui arrive avec ses 3 enfants, ils vont peut-être sauter la crème glacée de l'après-midi. Parce que leur voyage leur coûte 40$ de plus, mettons. Mais ça, c'est considérant qu'ils font 40 dépenses de plus de 20 $ sur le territoire de Percé pendant qu'ils sont là. Mais comme, en fait, les commerçants, ça les inquiète, mais la mairesse, pas vraiment. Elle soutient que, citation, il faut encadrer le tourisme pour qu'il y ait un apport aux citoyens, qu'il soit au service du citoyen, pas le contraire, fin de la citation. Elle m'a même dit que si Percé devait perdre 500 ou 600 touristes à cause de la redevance, citation, franchement, ça la dérangeait pas. Il ne manque pas de touristes à Percé. C'est ça que j'allais dire. Sur 500 000 touristes, il en manque 500. Est-ce que ça va paraître? En fait, les commerçants sont particulièrement inquiets parce qu'en ce moment, il y a 500 000 touristes, mais l'an prochain, il pourrait avoir un creux historique. Si ça renforce l'image d'une destination hostile aux visiteurs, comme quelqu'un qui veut pas aller à Old Orchard parce qu'il a l'impression que ça coûte trop cher à aller à Old Orchard, tout est payant, etc. Mais ils ont peur à terme perdre des visiteurs. Donc, il faut noter aussi que c'est une redevance qui ne s'applique pas sur la nourriture non taxable, sur l'alcool puis les besoins essentiels. Mais la mairesse, elle croit que justement, ça permettrait de garder les touristes plus longtemps parce que ça permettrait d'augmenter l'offre d'infrastructures et culturelles. Fait qu'on a vraiment ces deux visions-là qui s'affrontent en ce moment. Mais là, ça, c'est la forme. Mais là, il y a la façon aussi où le débat s'est fait, visiblement. Ouais, clairement. Il y a vraiment la façon, puis je pense que c'est là que ça achoppe beaucoup. Là. Enfin, on peut le voir juste avec le résultat des élections municipales. Cathy Poirier s'attendait à gagner avec une bonne marge. Elle a été réélue avec 53% des votes, soit 91 votes devant Olivier Lafontaine, un candidat qui, justement, faisait campagne sur un sentiment de déconnexion entre les citoyens et l'administration. On accuse Mme Poirier, en fait, d'avoir adopté le règlement à la va-vite puis de l'avoir imposé. Puis de façon tout à fait observatrice, c'est vrai que le règlement a été vraiment adopté rapidement. En fait, il a été déposé au conseil municipal sans même être annoncé préalablement. Puis par la suite, toute la communication s'est faite par le biais des médias. La mairesse de Percé, elle le sait. Puis ce que j'en comprends, c'est un peu la stratégie. Elle m'a dit que, citation, si elle voulait que ce projet-là avance, il fallait que le dépôt de règlement se fasse et que si on n'allait pas de l'avant tout de suite, si on se lançait dans un débat avant le dépôt, ça se ferait jamais. Fin de la citation. Elle est là depuis combien de temps comme mairesse? Elle entame son 2e mandat. OK. Puis avant ça, c'était qui? C'était André Boudreau qui avait démissionné parce qu'il avait voulu imposer une nouvelle rue commerciale et une hausse de taxes aux commerçants. Puis ça l'avait pas passé. Donc c'était un autre maire. C'était un autre maire avec un discours économique. Parce que j'ai l'impression que la mairesse Poirier, c'est ça, c'est une femme d'affaires, donc qui veut que les choses bougent. Ouais, puis c'est aussi la première fois qu'il y a une mairesse à temps plein à Percé. Ah oui? Depuis son arrivée, là, il y a eu beaucoup d'embauches de professionnels, un nouveau directeur général. Donc, elle a vraiment décidé, elle s'est dit, moi, je me lance là-dedans et je prends les choses en main. Ça coûte cher, ça, le directeur général? Un nouveau directeur général, il y a un nouveau procureur à temps plein. Il y a eu comme une explosion des coûts de la municipalité, mais elle, ce qu'elle voit ça, c'est d'une façon d'être moins dépendant
de l'externe. OK. J'imagine que ça se défend, effectivement, comme mais reste que ça fait sourciller les commerçants qui disent, ben là, on nous impose une taxe, puis en même temps, on embauche 30 employés. Fait que c'est l'autre côté du débat. Mais c'est ça. Fait qu'elle, quand elle est arrivée, vraiment allée de plusieurs actions, puis elle a beaucoup de volonté, je vais dire comme ça. Puis après l'annonce, justement, de la redevance, il y a eu la levée de bouclier. Puis ensuite, il y a eu une assemblée publique où les commerçants pouvaient se faire entendre. Ce qu'ils rapportent, parce que les journalistes n'étaient pas admis à cette rencontre publique, ce que je déplore en tant qu'administrateur de la FPJQ section Est du Québec. Je comprends. Donc, ce que les commerçants rapportent, c'est que la mairesse a dit d'emblée que le règlement serait adopté et que c'était une rencontre de courtoisie. Donc c'était une rencontre pour présenter une chose qui ne changera pas. Ben voilà, c'était plus de la communication, mais même si la rencontre a laissé un goût amer, ben les commerçants ont réussi à convaincre la mairesse de faire passer le montant admissible de 10 à 20 $. Bon. À la base, c'était 10 là. OK, quand même. Okay. Donc, c'est un débat qu'on voit aujourd'hui à Percé, mais c'est aussi un débat qui risque de s'inviter dans plusieurs autres villes touristiques. On pense à Bromont, on pense à Tadoussac, qui ont déjà commencé à y penser, Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay. Et puis, il y a une foule d'autres villes et villages là, qui dépensent beaucoup pour les touristes, puis qui pourraient s'en inspirer. Donc, c'est définitivement à suivre. Tout à fait. En fait, c'est une nouvelle taxe que les villes peuvent imposer. Oui, effectivement. Et ça va se répandre, c'est certain. Les nouvelles taxes, ça se répand vite habituellement. Mais cela dit, je trouve ça intéressant qu'on en parle. Non, parce que je sais que de l'extérieur, des gens... Puis je dois répéter, Simon, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils aimaient beaucoup, quand on parle d'actualité dans toutes les régions du Québec. Puis tu sais, je sais qu'à Infoman, on rit souvent de ça. Moi, ça me gosse vraiment quand on parle de ce qui se passe ailleurs à Montréal, que souvent, on va en faire quelque chose d'humoristique avec des assemblées un peu bancales, avec des personnages hauts en couleur, mais reste que... Non, mais vous me parlez de ça, le tourisme touche plusieurs régions au Québec, et effectivement, c'est quelque chose qui va se répandre et qu'il y aura d'autres débats dans d'autres villes. Fait que c'est important qu'on en parle, là. C'est pas quelque chose de cute et de folklorique, parce que ça se passe à Percé. Et on va sortir du tourisme pour votre deuxième sujet, parce que... évidemment, on parle de régions au Québec. Souvent, on va parler d'extraction, on va parler de développement minier. Et là, il y a quelque chose comme ça qui se passe présentement en Gaspésie. En fait, qui s'est passé il y a quelques années, puis aujourd'hui, on en récolte les fruits, en bon français. Donc, je vous parle d'un texte qui est sorti samedi dernier, co-signé avec mon collègue Gilles Gagné, qui dévoile une situation qui est assez inquiétante à propos d'un forage exploratoire qu'on a vu en 2016 en Gaspésie, quand on parlait du fameux gaz de schiste. C'était le dossier de l'heure. Et là, on sait que le gouvernement a annoncé qu'il n'allait plus avoir d'exploration, et là, ils sont en train de planifier un système de compensation, parce que évidemment, ça va quand même coûter des milliards, mais on n'aura rien au bout de ça. Il va falloir compenser les compagnies. Donc, de ce que vous me parlez... Exactement. Allez-y. C'est exactement dans ce contexte-là que le texte s'inscrit. Parce que pendant qu'il y a des pétrolières comme Gaspé Énergie qui sont devant les tribunaux pour obtenir l'autorisation d'explorer le potentiel de la Gaspésie, et que le gouvernement est en train d'écrire une loi pour interdire l'exploration et l'exploitation pétrolière au Québec avec compensation, ben nous, on découvre de nouvelles informations. Puis je vous amène en plein cœur de la péninsule gaspésienne, précisément à l'emplacement Bourque, qui est entre Murdochville et Grande-Vallée. En 2016, il y a une compagnie pétrolière qui a effectué des forages exploratoires dans ce secteur où on croyait trouver pas mal de pétrole. La compagnie et le gouvernement libéral de l'époque avaient promis que ces explorations-là resteraient en surface sans atteindre la nappe phréatique. Or, ce qu'on découvre via des documents obtenus via la loi d'accès à l'information, c'est que depuis 2016, la quantité d'éléments chimiques a explosé dans les eaux souterraines du secteur. Ouais, c'est quand même assez big en bon français. Ben oui. Donc les nappes phréatiques ont été contaminées. Ben, ce qu'on observe, c'est que dans les rapports de suivi qui sont obligatoires par la loi puis qu'on a obtenus, les scientifiques indépendants notent qu'il y a une citation, certaine dégradation de la qualité de l'eau souterraine, fin de la citation. Fait que juste ça, c'est alarmant. Ben oui. Ce qui est plus alarmant, c'est quand on l'analyse et on conclut à une hausse significative du taux d'éléments chimiques, allant même jusqu'à 35 fois la valeur initiale de chlorure dans les eaux souterraines. On remarque aussi une augmentation marquée et surtout continue d'éléments toxiques comme du barium. J'en ai parlé avec la présidente du réseau Au Secours, Rebecca Pétrin, qui suit le dossier du forage en Gaspésie depuis des années. Et selon elle, là, c'est vraiment le canari dans la mine.
faut le dire, la majorité des éléments qui sont en augmentation sont inoffensifs. On pense notamment du sel de table. Ouais. Mais d'autres sont inquiétants, notamment le barium et le manganèse, qui ont des effets sur le développement du système nerveux et des organes des enfants s'ils sont consommés. Ouais. Idéalement, on n'aime pas trop rire avec ça, mais je vous rassure parce que c'est pas une source qui est consommée pour l'instant. Oui, c'est ça. Pour l'instant. Exactement. Ce qu'il disait au réseau Au Secours, c'est qu'à un moment, avec les changements climatiques, on va être amené à aller plus dans nos terres, puis que si on veut utiliser ces eaux-là, trop tard, ils vont être contaminés. Puis même si c'est par des éléments non nocifs, il va falloir, pour l'utiliser, il va falloir la traiter, ce qui coûte extrêmement cher. Dans les documents qu'on a obtenus, les experts indépendants précisent que, puis ça, je cite là, il n'y a pas de dépassement de critères d'usage et qu'il n'y a pas de lieu d'appréhender un effet sur le plan d'eau en aval pour l'instant. Donc, en gros, il n'y a pas de... c'est pas inquiétant si on l'observe tout de suite, mais ça, c'est un rapport de 2019, le dernier rapport qu'on a pu obtenir. Puis entre 2016 et 2019, les concentrations ont continuellement augmenté. Alors, c'est possible que dans les prochains rapports de suivi, on note que la quantité est rendue au-dessus des critères d'usage puis qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les plans d'eau en aval. C'est de la spéculation. Mais on remarque ça surtout même des années après les forages exploratoires. Ça fait 6 ans qu'on n'est pas allé jouer là-dedans. Là. C'est fou. Puis, dans ces rapports, on fait aussi le lien très, très clair entre la contamination de la nappe phréatique et la technique utilisée en 2016, qui s'appelle l'acidification. Je vais vous lire quelques passages des rapports réalisés par Activa Environnement. Donc, ces augmentations s'expliquent vraisemblablement par l'utilisation de divers produits lors des efforts de forage et d'acidification en 2016. Les produits utilisés ont tendance à rester dans le sol lorsqu'ils sont injectés. Même s'ils ont été injectés en 2016, il est possible qu'une partie soit piégée dans des cavités longtemps après leur injection. Avec le temps, les acides réagissent avec les roches, expliquant l'augmentation du taux d'éléments chimiques. Donc, on fait vraiment le lien très, très clair entre ce qui a eu lieu en 2016, les méthodes qui ont été utilisées, puis ce qu'on observe aujourd'hui dans les nappes phréatiques. Maintenant, qu'est-ce que ça fait concrètement, là? Parce que, on sait qu'il y a une nappe phréatique sous un gisement en plein cœur de la Gaspésie où personne ne voit vraiment qui est contaminé. Ce que ça fait, c'est que, premièrement, ça laisse traîne pour les quelques 900 autres puits qu'on a vus au Québec, selon Au Secours. Puis là, on rappelle que, présentement, le gouvernement est en train d'estimer combien coûtera le nettoyage de tous ces sites-là, parce qu'évidemment, les compagnies minières au Québec, le Québec est un paradis pour les compagnies minières, autant sur le plan fiscal. En fait, le Canada, sur le plan fiscal, est un paradis, mais le Québec, sur les pratiques industrielles de l'industrie minière, c'est une vraie blague. Et là, ça va nous coûter plusieurs centaines de millions pour nettoyer des sites laissés à l'abandon. Donc, ça se pourrait effectivement qu'on ait de mauvaises surprises sur la contamination de l'eau partout au Québec. Oui, puis en fait, ce qui se passe à Bourque, puis ce qu'on observe à Bourque, c'est un argument de plus pour les écologistes qui, en ce moment, font du lobby pour demander au gouvernement de ne pas compenser les compagnies pétrolières dans son règlement à venir pour interdire. En fait, on va compenser des compagnies pour des profits non réalisés alors que beaucoup de ces entreprises-là ont déjà cochonné, on va le dire comme ça, cochonné beaucoup de sites au Québec, puis c'est nous, collectivement, qui allons devoir payer pour ça. C'est dégueulasse. Ben moi, j'en ai parlé justement, le ministre Jonathan Julien, qui est aussi responsable de la Gaspésie. Oui, ça tombe bien. Qui est plutôt sympathique, là, je vais le dire. Là. J'en ai parlé, puis sa réaction par rapport à ça et à ces demandes-là, c'est de dire, ces compagnies-là, quand ils ont investi selon les règles de l'art, c'était dans leurs droits. Ils ont payé des années de licence et des frais liés aux travaux dans leur bon droit. On n'est pas une république de bananes. Donc, si on veut garder notre crédibilité, on doit les compenser. Mais ça, c'est toujours le discours des politiques pour accommoder l'industrie. On n'est pas une république de bananes, mais le prix des claims qu'une compagnie, là, dans le fond, les droits qu'elle peut réserver, c'est des peanuts au Québec, comment ça coûte, comparé à d'autres provinces comme la Colombie-Britannique ou l'Ontario. On pourrait faire un épisode complet là-dessus, Simon Carmichael, mais ça me fait rire que le médecin dise ça, parce que sur le plan de laisser le terrain aux entreprises minières, oui, effectivement, nous sommes une république de bananes. Voilà. Mais justement, puis il y a eu un dépôt d'un projet de loi du Parti québécois dans les derniers jours qui interdisait l'exploitation d'hydrocarbures, puis d'un autre côté, ne donnait pas de compensation. Ce qu'on croit comprendre du côté du gouvernement, c'est qu'on va donner des compensations. Puis ça ne rentre pas dans la tête du militant Pascal Bergeron d'Environnement Vert Plus, qui se demande pourquoi est-ce que, et là je cite, pourquoi le gouvernement veut rembourser aux compagnies ce qu'elles ont payé pour scraper notre environnement quand on sait que ça va être à nous de réparer les dégâts de toute façon. Fin de la citation. Puis, d'ailleurs, la compagnie qui est derrière le gisement à Bourque, qui s'appelle Pierridé,
avant, elle avait un bureau à Québec, un bureau à Murdochville, un bureau à Halifax, puis là, il reste pratiquement plus d'employés, ils ont pratiquement plus de moyens. Là. Mais non, ils vont changer de nom, puis ils vont recommencer ailleurs. Ben, excusez. Je te laisse faire cette analyse-là. J'étais un peu fâché. Mais c'est ça. Fait que j'ai parlé au cabinet du ministre Julien, puis ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il continue à aller dans le sens de vouloir faire les compensations aux entreprises. On se doute qu'il risque de ne pas faire de volte-face sur cette question-là, là, malgré la demande de Québec solidaire, du Parti québécois, des écologistes. Mais reste que ce qui a été découvert à Bourg dans la dernière semaine, c'est assez inquiétant dans le sens qu'on voit que même juste des forages d'exploration, on remarque que ça va bouleverser le calme des profondeurs du sol. Ben oui. On remarque les effets dans la nappe phréatique, là, même aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un puits qui est loin. Ouais. Il y a plusieurs puits qui sont beaucoup plus proches des milieux urbains. Ben, Simon Carmichael, merci. Très heureux de vous avoir reparlé pour cette saison 4. Il était temps. Hein? C'est quoi? Ça fait 10 épisodes qu'on n'a pas entendu nos antennes partout au Québec. Alors, on va se reparler très, très bientôt. Je te laisse là-dessus. Merci. Hein? Alors voilà ce qui conclut cet épisode spécial milieu de semaine. Petit épisode de cadeau pour vous, chers auditeurs. Je vous rappelle que la campagne de financement bat son plein. Vraiment, on a presque dépassé les 65% de l'objectif, à peu près 52 000 $. L'objectif est de 80 000 $ et que j'aimerais. Je le sais, j'ai mis la barre haute là, parce que l'an dernier, l'objectif était de 60 000 $, mais le bassin d'auditeurs s'est agrandi. Les chiffres le démontrent. Alors, j'ai pris ce pari-là. Mais là, avant Noël, ou non, avant la fin de l'année 2021, j'aimerais énormément atteindre les 80%. 80% de l'objectif, attendez que je calcule, je suis peut-être même pas à bonne place, mais en fait, j'aimerais ça avoir le 60 000 de l'an dernier. Parce que l'an dernier, l'objectif était de 60 000 $. On l'a dépassé à 65 000 $. Et avant la fin de l'année 2021, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on atteigne au moins l'objectif de l'an dernier. En fait, c'est 75%. C'est pas 80%, c'est 75%. Donc, si cette année, on avait 75% en 2021 avant la fin de l'année, si on atteignait 75% de l'objectif de 80 000 $, on serait au même point que l'an dernier. Donc, après ça, pour le début de l'année 2022, on pourrait tranquillement, pas vite, se diriger vers l'atteinte de l'objectif. Alors, partagez la balado, parlez-en dans votre entourage. Ceux qui n'ont pas fait encore leur participation, qui n'ont pas versé leur participation financière, bien, vous le savez, c'est la même chose que l'an dernier, que les autres saisons. Vous allez sur lefredsavard.com, dans la section campagne, et vous avez tous les détails. Vous allez avoir un petit bouton supporter la balado et vous pourrez faire votre don unique ou mensuel via les plateformes PayPal et Stripe. J'ai envoyé d'ailleurs la semaine dernière l'infolette pour les donateurs de l'an dernier qui n'avaient pas encore fait leur don. Je sais que des fois l'infolette peut tomber dans le spam, mais la réponse a été très très bonne. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui n'ont pas eu le temps, qui m'écrivent pour me le dire aussi, qui attendent. Il y en a qui veulent se faire désirer. C'est très drôle. Je vous dirais sur le plan psychologie collective, là, c'est vraiment intéressant. Mais bon, donc je lance cet appel. On atteint le 75% de l'objectif de cette année pour être à niveau avec l'objectif de l'an dernier. Au moins 60 000 $, là, je pense que ça, c'est possible. Alors, voilà, je vous lance ce défi. Et nous, ben, on se parle dans quelques jours parce qu'il y aura le prochain épisode, l'épisode 11, qui promet, avec, entre autres, Mathieu Bellil, Jonathan Livernois et Mélika Abdelmoumen. Ça va être une super... Trois têtes littéraires. Mathieu Bellil qui va nous offrir une chronique. Mélika Abdelmoumen qui va venir nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Ça, je vais faire ça cette saison aussi. Inviter les gens qui publient ces revues qui nous stimulent intellectuellement, que ce soit les Convénients avec Mathieu Bellil, Lettres québécoises, Arguments, il y en a beaucoup, Relations, Liberté aussi, ça serait peut-être le fun d'avoir Aurélie Langteau, éventuellement, je lance l'appel. Alors voilà, c'est gros menu. Et il y aura un autre épisode la semaine prochaine qui sera le dernier de 2021. Cette entrevue que j'ai donnée avec M. Guy Rocher et son biographe Pierre Duchesne. Alors voilà, passez un bon restant de semaine et on se retrouve très bientôt dans vos oreilles.